Comment améliorer mon site pour être visible et attirer plus de clients? Alors, quand on a un site web, cette question revient sans cesse. Et on va voir ensemble comment y parvenir grâce à cet audit de site internet. Alors, aujourd'hui, j'analyse en profondeur le site de Christine, qui est coach certifié en hypnose et qui vous accompagne pour retrouver votre équilibre vers du mieux-être et du mieux vivre. Dans cet audit, on va découvrir ensemble la première impression quand on arrive sur son site. On va voir si son site aussi était intuitif, est-ce qu'on trouve facilement toutes les informations. On va regarder un petit peu les pages essentielles, est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il y a toutes les informations. On va parler de référencement, donc c'est quoi et comment l'améliorer sans aucune connaissance technique. On va analyser un petit peu plus en profondeur la page d'accueil parce que c'est vraiment une page essentielle à votre site internet. Elle doit capter l'attention du visiteur en quelques secondes. On va voir ensemble très très rapidement la notion de performance et comment l'améliorer avec des petites astuces sans aucune connaissance technique. Et ensuite, on parlera des offres, donc des prestations, est-ce qu'elles sont claires et avec quelques petites notions de marketing. Allez, c'est parti pour cette audit de site. Alors Christine, quand on arrive sur ton site internet, bah, écoute, l'impression est tout simplement très bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a une harmonie au niveau des couleurs, au niveau des typographies. Donc les typographies, hein, c'est la police d'écriture. Ton site est agréable, il est facile à lire. En plus, ce qui est sympa, c'est que tu n'as pas mis forcément qu'un bloc de texte comme ça. Tu as joué sur, justement sur les typographies, sur les couleurs, photos, textes, etc. Donc ton site est vraiment très très sympa. Et ce qui est important, c'est que par exemple ici, tu as ce qu'on appelle un peu une typographie un petit peu fantaisiste, et du coup, tu l'as repris, mais seulement pour les gros titres. Parce qu'en effet, tu l'aurais repris pour le texte, ça aurait été beaucoup plus difficile à lire. Donc ça, c'est vraiment important pour un site internet. Faites attention aux polices d'écriture que vous prenez pour que ce soit facile à lire et aussi au niveau des couleurs. C'est-à-dire, par exemple, là, Christine, tu as joué sur des couleurs, mais au niveau des titres, le texte, tu l'as laissé gris ou blanc quand c'est sur un fond de couleur. Et donc ça, c'est vraiment important de tout ce qui est paragraphe, de mettre sur des couleurs et des typographies lisibles. Sinon, ça abîme les yeux et du coup, ça fait aussi fuir l'internaute de votre site internet. Donc franchement, non, super impression quand on arrive sur ton site internet. Alors maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est navigation et expérience utilisateur. C'est-à-dire, est-ce que quand on arrive sur ton site internet, on trouve facilement l'information, on peut naviguer facilement d'une page à l'autre, etc. Est-ce que c'est simple à comprendre? Alors déjà, je vais revenir sur un point qui est assez important. Quand on est entrepreneur, souvent on se prend la tête en se disant: «Beh, j'ai pas de logo, comment je fais?» Et moi, ce que j'aime bien sur ce site-là, c'est que, beh, tu as tout simplement ton prénom et ton nom et ce que tu fais et tu as pas de logo en tant que tel, on va dire. Mais c'est très efficace. Donc quand vous êtes entrepreneur, ne passez pas des jours, des semaines et des mois à créer votre logo. Ne vous prenez pas la tête, vous mettez votre nom, votre prénom ou le nom de votre entreprise avec une jolie police d'écriture, un petit jeu de couleurs et ce que vous faites en dessous. Ça suffit. Là, on arrive sur ton site internet, on sait qui tu es et ce que tu fais. Et ça, c'est très clair, c'est très important. Ensuite, on a le menu. Alors moi, je ne suis pas trop fan de ce qu'on appelle les menus burgers, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le menu ici qui est visible, il faut cliquer sur un bouton. Donc ça, ce menu burger, c'est ce qu'on utilise sur les versions mobiles, sur les versions smartphone. Donc c'est normal sur une version smartphone parce que si on mettait tous les menus, ce serait tout simplement illisible. Par contre, je ne suis pas forcément pour les sur ordinateur. Pourquoi? Alors même si on voit bien que c'est un menu, parce que tu n'as pas que le menu burger. Le menu burger, c'est les trois petits traits. Tu as aussi à côté ce qui est marqué menu. Donc on sait que si on clique dessus, on va aller sur le menu. Donc ça, c'est quand même assez intuitif, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire un clic pour arriver sur le menu et un deuxième clic pour arriver sur la page que je souhaite. C'est pour ça que je préfère vraiment les menus qui sont directement ici. Donc on va regarder par exemple comme sur le site ici de Cécile avec qui je travaille, c'est-à-dire qu'on a directement le menu, on clique dessus et on arrive sur la page. Sur ton site, il faut faire un autre clic pour arriver. Donc ça, c'est un petit point négatif. Je conseille vraiment avoir un menu affiché en totalité, bien sûr, sur la version ordinateur, hein, pas sur la version smartphone. Donc pour moi, ça, c'est un petit point négatif. Bon, comme je le dis, même si c'est intuitif parce qu'on clique sur le menu ici.
Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est ce bouton «Prendre rendez-vous» qui est visible sur tout le long de ton site. Il est pas très gros, mais tu as mis une couleur différente et il est vraiment visible. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point très, très sympa et ça, je vous conseille de le faire. Et quand on clique dessus, on arrive tout simplement sur ton calendrier, Donc ça, c'est top. Par contre, quand vous faites un calendrier sur Calendly ou sur d'autres plateformes, on a la possibilité souvent de créer plusieurs calendriers. Et toi, c'est ton cas. Mais en fait, tu as qu'un calendrier. Donc la personne qui clique sur prendre rendez-vous, elle arrive, hop, ici, et elle doit encore recliquer pour arriver enfin sur ton calendrier. Donc quand je parle de clic, en fait, c'est plus vous facilitez les choses à l'internaute, c'est-à-dire plus il va faire le moins de clics possible pour arriver à son information, moins vous allez le perdre. Là, ce qu'il faudrait, c'est que quand on clique ici sur ce bouton, on arrive directement sur ton calendrier et non sur la page où on sélectionne le calendrier puisque tu en as qu'un. Ça, c'est valable quand on fait plusieurs propositions. Donc tout simplement, ici, il faut changer en fait la destination de ce qu'on appelle l'URL. Hop, ici, il faudrait qu'on arrive sur cette URL, ce lien, et non sur le lien avec ici ton agenda. C'est juste un petit truc, comme ça l'internaute il fait un seul clic au lieu d'en faire deux. Et ça c'est important de diminuer en fait le temps d'attente de l'internaute au niveau des actions. Ensuite, au sein de son site, tu as mis donc des boutons d'appel à l'action. Hein, donc, on a vu le prendre rendez-vous. J'ai vu aussi, voilà, contactez-moi, voir les objectifs, etc. Alors, il y a un petit point, je l'ai déjà dit dans un autre audit de site. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on veut faire donc, des appels à l'action. Hein, donc là, tu as prendre rendez-vous. Donc, tu as mis un bouton de type couleur or. Ici, tu as mis un bouton, mais d'une autre couleur, tu vois, du vert. Voir les objectifs, c'est quelque chose aussi qui est cliquable si je clique dessus, mais c'est encore du doré. En fait, il te manque une couleur. Il te manque une couleur, pourquoi? Parce que ici, c'est un titre qui est doré. Ici, c'est un titre qui est vert, doré. Sauf qu'en fait, tu vois, tes boutons ou même tes liens cliquables, en fait, sont de la même couleur que tes titres. Et donc, si tu veux que l'internaute, visuellement, il sache de suite que c'est cliquable, bon, bien sûr, il y a la petite flèche, hein, on est d'accord, et au niveau des boutons, on voit que c'est un rectangle qui est autour, mais visuellement, c'est bien en fait d'avoir une couleur qui n'est liée qu'à les éléments cliquables qu'au bouton. Ça, c'est important, c'est des petites astuces qui font la différence. C'est visuellement, l'internaute, il va regarder, des fois, il ne lit pas tout, il peut lire en diagonale, etc. Et il va s'arrêter sur les éléments cliquables. Donc, c'est aussi important d'avoir qu'un seul jeu de couleurs. Là, tu en as deux, donc à voir ce qui est le plus important. Mais pensez à ça, hein. Je vois souvent cette erreur, et c'est aussi des fois l'erreur que je fais, hein, c'est ayez une couleur qui détermine tout ce qui est cliquable. Vous verrez que les personnes vont cliquer plus facilement sur votre site internet sur les différents boutons. Donc là, c'est cliquable vers ton adresse mail, donc c'est pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne clique dessus, ben, ça ouvre son logiciel de messagerie pour envoyer un mail. Moi, je la renverrai plus sur la page contact. Pourquoi? Parce que les personnes, il y en a qui préfèrent envoyer les mails via un formulaire de contact, par exemple. Et ça, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que par exemple, dans ton menu, j'ai OK, j'ai prendre rendez-vous, mais j'ai pas de notion de contact. Je ne peux pas te contacter sur ton site internet. Et ça, c'est un petit point, on le verra tout à l'heure. Ensuite, ce que j'ai vu, voilà, tes réseaux sociaux qui sont ici. Il y a encore le bouton rendez-vous en ligne qui est bien présent, donc ça, c'est intéressant. Et ton lien vers les réseaux sociaux, donc vers LinkedIn. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous les liens vers
des sites externes. Je rappelle qu'on peut faire des liens internes à son site, donc vers une autre page de son site par exemple, et on peut faire des liens externes vers d'autres sites. Et tous les liens externes vers d'autres sites, c'est important qu'ils s'ouvrent ici, comme tu as fait, dans un nouvel onglet. C'est-à-dire que j'ai encore le site internet, l'internaute n'est pas perdu, et ça l'ouvre vers un nouvel onglet. Donc ça, c'est important, ça c'est top. Alors, on a tes coordonnées en bas de page. Donc comme je te dis, il n'y a pas de page contact par contre. Par contre, ce qui te manque, c'est en haut, ce qu'on appelle le header en fait, c'est une petite barre avec tes coordonnées. Je te montre par exemple sur le site ici de Cécile, on a mis une couleur différente et ici il y a ses coordonnées, donc son adresse mail, on peut rajouter aussi le numéro de téléphone, et ses réseaux sociaux. Donc ça, ce serait important de le rajouter. C'est vraiment un plus. Les personnes veulent te contacter, ils le voient directement. Ils ne sont pas obligés de chercher. Et en plus, comme tu n'as pas de contact ici, ce serait vraiment un plus d'avoir cette barre en haut. Et moi, je sais que j'aime bien les sites qui sont aérés. Peut-être mettre un petit peu plus d'espace entre, tu vois, entre chaque bloc, notamment les blocs blancs, pour avoir un petit peu plus de marge pour aérer, que ce soit plus facile à lire. Bon, là, je chipote un peu, hein, parce que ton site est quand même bien fait, mais c'est vrai que plus ça va être aéré, entre notamment les blocs de couleurs, tu vois, plus le bloc blanc va être un petit peu plus de marge, plus ça va être facile à lire pour l'internaute. On va maintenant regarder si ton site internet comporte les pages essentielles. Alors, déjà, ton site internet est ce qu'on appelle en fait un one page. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a qu'une seule page. Si par exemple, je déroule le menu et que je clique sur le menu, hop, on déroule. Si je clique sur qui suis-je, je ne vais pas sur une autre page, je reste sur la page d'accueil. Alors, autant une page d'accueil est longue, on verra ça tout à l'heure, et il faut en effet un certain nombre d'informations, autant c'est très important de ne pas avoir un site one page, c'est-à-dire une seule page. C'est important d'avoir plusieurs pages. Pourquoi? On va aussi en reparler tout à l'heure, c'est par rapport au référencement. Quand les moteurs de recherche tels que Google passent sur les sites, ils vont scanner en fait des pages. Et un site internet qui n'a qu'une seule page sera forcément moins bien référencé qu'un site internet équivalent en termes de contenu, en termes de technique de référencement, qui a plusieurs pages. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est dommage parce que ton site est bien fait, mais le fait d'avoir un one page va te desservir par la suite par rapport à tout ce qui est technique de référencement. Alors, par contre, au niveau des informations, donc le menu ici, on a Mieux dans ma vie. On arrive en fait sur un petit peu l'introduction de ton site. Ici, le menu, il faut impérativement le mot accueil. C'est très important. Alors oui, tu as un one page, c'est tout sur la même page, mais tant pis, il faut le mot accueil pour arriver en haut du site et à la limite faire un bouton ici que tu nommes en savoir plus ou je ne sais pas, ou mieux vivre, quand on clique dessus qui arrive ici. Ça c'est important, le bouton accueil. Ensuite, qui suis-je? Donc on sait qui tu es. En plus, ici on peut lire la suite, donc là il n'y a pas de souci. Après, tu vas parler donc les types d'accompagnement. Donc en gros, ce sont tes offres, tes prestations. Donc ça aussi, après je rentre pas dans les détails du contenu, mais ici, type d'accompagnement, mes offres, mes prestations, etc. Donc on y a facilement accès. Après, pour tout ce qui est pourquoi l'hypnose, déroulé de l'hypnose, tarif et modalité, je ne les mettrai pas dans le menu. Pour moi, c'est quelque chose qui va aller en fait dans tes offres quand tu vas détailler tes offres. C'est quelque chose qu'on met à part. Peut-être laisser tarif et modalité, mais normalement, en fait, on va parler d'une prestation, de ton offre, tu parles de ton offre, et dans la page de ton offre, tu vas détailler ton accompagnement, pourquoi tu fais ça, etc. Et à la limite, pourquoi l'hypnose? Déroulé d'une séance, ça peut aussi faire l'objet d'un article pour ton blog. Et toi, c'est ce qui te manque, tu n'as pas de page actualité, tu n'as pas d'article, tu n'as pas de blog.
Et ça, c'est vraiment un point important pour un site internet, même si je sais que ça peut faire peur, parce qu'on dit: «Oui, mais il faut l'alimenter, je sais pas quoi mettre ou je sais pas écrire». On en reparlera tout à l'heure dans le référencement, mais un blog ou page d'actualité, hein, c'est la même chose. Avoir des articles régulièrement sur son site internet, ça va permettre d'optimiser ton référencement, donc ton positionnement dans les classements dans Google, et ça va permettre aussi de montrer ton expertise et d'apporter de la confiance aux visiteurs qui vont regarder ton site internet. Donc pour moi, ce qui manque actuellement vraiment, c'est ton blog. Ensuite, quand on clique sur témoignages, alors qu'on ait les 3 premiers témoignages sur une page d'accueil, c'est très bien. C'est en général ce que je conseille, 3 ou 6. Mais après, on devrait avoir un bouton «Plus de témoignages» qui renvoie sur tous tes témoignages. Donc il manque aussi une page témoignages avec l'intégralité de, de tes témoignages. Et ce qui va te manquer aussi, c'est, comme je t'expliquais, contact. Prendre rendez-vous, c'est très bien. Là-dessus, il y a pas de souci. Même s'il est pas dans le menu, c'est pas dérangeant parce qu'en effet, il est ici en permanence. Par contre, une page contact, ça manque et c'est vraiment important. Quand on est sur ce style de site, par exemple, si je te montre le site de Cécile, on arrive sur la page contact, on va avoir ses coordonnées. Donc, comme Cécile, par exemple, elle n'a pas de bureau, elle n'a pas mis son adresse, mais quand tu as un cabinet, et cetera, tu rajoutes ici ton adresse postale, ton adresse mail, ton numéro de téléphone et aussi un formulaire de contact pour que la personne puisse soit te contacter via ton mail, soit te contacter directement via le formulaire. C'est important de laisser cette double entrée, ça te permettra justement de toucher plus de personnes. Et par exemple, si tu as un cabinet, donc si tu mets ton adresse et voilà où me trouver, ce qui est important de rajouter, je vais te montrer sur mon site, c'est voilà, c'est tes coordonnées et un plan où me trouver. Tu mets le plan, comme ça la personne sait où tu es, elle clique sur le bouton calculer ton itinéraire et hop, elle peut voir le temps qu'elle met, etc. et vraiment visualiser ton cabinet. Donc ça, c'est vraiment important de rajouter cette fameuse page contact avec l'ensemble de ces informations. Hop, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as une adresse mail, donc Christine est liée à ton nom de domaine, c'est-à-dire à l'adresse de ton site internet. Et ça, je conseille vraiment. Je vois encore trop de personnes qui ont des adresses mail avec Gmail, Yahoo, etc. C'est pas professionnel et en plus, derrière, si vous voulez faire ce qu'on appelle du mailing, des newsletters, vous allez être bloqué. Donc pensez vraiment à vous créer une adresse mail liée à votre nom de domaine. Alors j'ai des personnes qui me disent oui, mais je trouve ça justement pas assez personnel, etc. Alors, si vous voulez que ce soit un petit peu plus moins carré, moins trop pro, justement, bah, mettez votre prénom comme a fait Christine. Au lieu d'avoir contact arrobase, mettez votre prénom et en effet, c'est un petit peu plus, on va dire, intime, on va dire. Et c'est vrai que dans tout ce qui est les coachs, les thérapeutes, etc., ça passe peut-être mieux, c'est plus sympa que d'avoir simplement le terme contact arrobase. Donc voilà pour les différentes pages. Ah si, ce qui est important, et ce que je conseille vraiment, ce que je ne faisais pas il y a quelques années, mais que je conseille vraiment maintenant, c'est une page foire aux questions. Pourquoi? Parce que déjà, souvent les personnes nous posent toujours les mêmes questions. Donc avoir une foire aux questions, ben, ça permet de répondre directement aux questions que l'internaute se pose. Et deuxièmement, c'est un plus derrière aussi pour le référencement quand on pose les bonnes questions. Donc par exemple, je vous montre ici sur mon site internet, mais c'est quoi une foire aux questions? C'est mais toutes les questions que me posent les internautes, je les note et je mets questions-réponses. Voilà. Si techniquement vous ne savez pas comment faire ce petit jeu-là on clique et ça s'affiche, vous vous embêtez pas, hein, vous mettez la question en titre et en dessous vous mettez en paragraphe la réponse. Voilà, pas obligé de faire ce petit jeu technique, il n'y a aucun souci. Mais une foire aux questions, c'est vraiment un plus pour un site internet, à la fois pour un internaute et à la fois pour le référencement. Ensuite, on va parler des obligations légales. Quand on a un site internet, on a des obligations. Et on a l'obligation notamment d'avoir certaines pages. Et si je vérifie, tu ne les as pas.
Donc, qui dit loi dit amende derrière. Voilà, donc ça, il faut vraiment y penser. On est entrepreneur, on a un site internet, on est dans l'obligation de nommer certaines pages. Donc, je vais vous montrer les pages directement sur mon site. Donc, quand on a un site internet, la première page obligatoire, donc par contre, je rappelle, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, donc là, je vous donne des informations. Bien sûr, c'est à vous de voir, de toujours vous renseigner pour être dans les clous au niveau de la loi. Voilà, moi, je vous donne quelques informations. Donc, la première page à avoir quand on a un site internet, c'est la page mention légale. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? Ces pages-là, on va les mettre en bas de site à ce niveau-là. Je vais vous montrer sur mon site internet. Tout en bas, j'ai la page mention légale, la page politique de protection des données, qu'on peut aussi appeler politique de confidentialité, et la page charte d'utilisation des cookies. Donc moi, j'ai 3 pages légales. Soit on en fait 3, comme ici, soit vous pouvez en faire 2, c'est-à-dire que la charte d'utilisation des cookies peut venir dans la page qui s'appellera politique de confidentialité. Donc la page mention légale, c'est quoi? Ça va être tout simplement les données de l'entreprise. Donc les données obligatoires, c'est le numéro de SIRET, l'adresse du siège social, numéro de téléphone, etc. Donc Christine, ce que je te propose, ou même les personnes qui regardent cet audit, c'est vous allez sur mon site internet, vous allez tout en bas et vous regardez ces différentes pages, comment elles sont faites. Ne faites pas du copier-coller bêtement, il faut vraiment que ça corresponde aussi à votre site, à votre secteur d'activité, etc. Donc regardez bien ces différentes pages. Ce qui est important de mettre, c'est le directeur de publication, c'est-à-dire qui, entre guillemets, légalement, est le directeur de ces sites internet. La conception et la réalisation, on n'est pas obligé de le dire. Par contre, l'hébergement, où est-ce qu'est hébergé ce site, ça c'est important. Et le lien vers la politique de confidentialité de l'hébergeur, etc., etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon on pourrait passer des heures. Les crédits photos aussi, c'est important. Toutes les photos que vous mettez, il faut savoir à qui appartient cette photo. Donc tout ça, c'est dans les mentions légales. Ensuite, vous avez la politique de protection des données. Donc sur cette page, ça va traiter de quoi? En fait, ça va traiter des données personnelles. Qu'est-ce que vous récoltez comme données? Qu'est-ce qui se passe sur votre site internet? Est-ce que la personne, par exemple, peut s'inscrire à une newsletter? Si oui, comment, etc. Et qu'est-ce que vous récoltez comme données? Est-ce qu'il y a la notion, par exemple, de commentaires sur vos articles de blog? Qu'est-ce que vous récoltez comme données, etc. Donc, regardez attentivement cette page et c'est très important de notifier tout ce qui se passe sur votre site internet en termes de données personnelles. Sur cette page aussi, on peut retrouver aussi la notion de cookies. Donc moi, je l'ai différencié, j'ai fait une troisième page, mais on peut très bien parler des cookies aussi sur cette page-là. Les cookies, c'est quoi? Je rappelle, c'est en fait, vous allez récolter certaines données, et par exemple, notamment quand vous avez des données externes, je vais vous montrer sur mon site internet. Par exemple, sur ma page contact, ici, j'ai un plan Google Maps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google Maps, donc là, c'est pas autorisé. Si la personne autorise ces fameux cookies, donc si je fais accepter les cookies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google Maps va mettre entre guillemets un petit fichier sur mon site internet, puisque j'ai accepté qu'il récolte certaines de mes données. Alors c'est pas un virus, ne vous inquiétez pas. Et ça va lui permettre de récolter certaines données par rapport à moi, notamment par rapport à Google Maps, ma géolocalisation, où est-ce que je me trouve. Donc tout ça, ça va être noté dans tout ce qui est charte des cookies. Si vous utilisez des statistiques, alors je ne crois pas que ce soit le cas, Christine, sur ton site internet, donc c'est pour ça, Christine, je pense que tu n'as pas cette fameuse barre des mentions des cookies, parce que j'ai pas l'impression que sur ton site, tu récoltes notamment des données. Donc je n'ai pas vérifié en profondeur, mais je pense que c'est ça. Mais par exemple, si vous utilisez des statistiques sur votre site, notamment les statistiques de Google Analytics, vous devez, l'indiquer au niveau de la page des cookies, comme quoi vous utilisez un outil de statistique qui s'appelle Google Analytics, et quelles sont les données que vous mettez par rapport à ça, et avoir ce fameux bandeau des cookies. Alors je ne vais pas aller plus loin, parce que comme je l'ai dit, je pourrais passer des heures là-dessus. En plus, c'est quelque chose qui est spécifique aussi à chaque entreprise. Mais pensez qu'il y a une obligation légale, donc qui dit loi, comme je disais tout à l'heure, dit amende si ce n'est pas fait.
Donc, pensez à prendre le temps de vous renseigner sur ce que vous devez mettre ou non sur votre site internet. Vous pouvez notamment vous renseigner sur le site internet du gouvernement, donc économie.gouv.fr. Vous faites une recherche sur les mentions légales de votre site internet et ça vous explique exactement ce que vous devez mettre sur votre site internet. Donc voilà Christine pour les pages essentielles. Donc si tu veux vraiment avoir un site un petit peu plus performant et percutant, c'est-à-dire à la fois au niveau du référencement et à la fois aussi de l'internaute pour qu'il sache un petit peu mieux qui tu es, ton expertise et avoir confiance en toi afin de pouvoir te contacter, les pages qui vont te manquer, c'est la page blog ou actualité suivant comment on la nomme. Donc ça va être des articles qui vont parler à la fois de tes événements, mais aussi sur des sujets par rapport à l'hypnose et comment tu peux aider les personnes par rapport à ça, par exemple. Ça va être la page témoignages. Donc oui, là tu as 3 témoignages, mais c'est important d'avoir une page avec tous les témoignages. Ça va être ta page foire aux questions où tu vas devancer un petit peu l'internaute avec une sorte de question-réponse, ce qui va vraiment te permettre de mieux comprendre certaines choses par rapport à tes pratiques, etc. Et vraiment de mettre en confiance la personne. Et une page contact, ça c'est vraiment important. Comme je l'ai dit, les personnes recherchent tout le temps dans un site internet cette fameuse page contact, à la fois pour avoir tes coordonnées, mais aussi ce fameux petit formulaire qui permet directement de te contacter via le site internet. Alors, on va maintenant parler du référencement pour mieux comprendre ce que c'est et comment mieux, après, mettre en place des choses, notamment sur ta page d'accueil. Donc, le référencement, c'est quoi? C'est le positionnement de ton site internet dans les recherches des moteurs de recherche tels que Google. C'est-à-dire que quand on est sur Google, hop, on va taper des mots, ce qu'on appelle des mots-clés, pour faire des recherches. Par exemple, si je cherche un hypnothérapeute, on va dire sur Lyon, parce que tu es proche de Lyon, Christine. Voilà, je vais taper des mots-clés. Et par rapport à ça, Google va me donner, bon, alors d'abord, ici, ce sont les résultats. Donc quand c'est sponsorisé, c'est-à-dire que la personne a payé Google pour être positionnée à ce niveau-là. Et ensuite, on a ce qu'on appelle ici les fiches Google. En fait, c'est quand on crée une fiche Google. Donc ça, c'est aléatoire. C'est toutes les personnes qui sont référencées sur hypnothérapeute sur Lyon. Et ensuite, on a les résultats de recherche. Donc le référencement, c'est où est positionné ton site internet. Donc est-ce qu'il est en première position, deuxième position, etc. Ou est-ce qu'il est en deuxième page, troisième page, quatrième page, sur les mots-clés que vont taper les personnes sur Internet. Donc le référencement, c'est ça. Sachant qu'il faut savoir qu'en général, on ne va jamais voir la deuxième page, à moins qu'on recherche vraiment quelque chose de très très spécifique et qu'on a regardé tous les sites et que ça ne nous intéresse pas. Mais en règle générale, on va regarder les premiers résultats. C'est pour ça qu'au niveau du référencement, pour être bien positionné dans les résultats de recherche de Google, dans un premier temps, il va falloir déterminer quels sont les mots-clés. C'est-à-dire, qu'est-ce que va taper l'internaute dans Google pour te trouver. Tu vois, est-ce qu'il va taper libérer l'accès à vos ressources intérieures dans Google? J'en suis pas sûre. Donc, qu'est-ce qu'on tape dans Google? Il y a 3 types de mots-clés. Les premiers mots sont liés en général à notre activité. Coach, thérapeute, etc. Hypnothérapeute, hypnose, etc. À nos méthodes. Voilà, tout ce qui va concerner notre activité. Ça, c'est le premier type de mots-clés. Le deuxième type de mots-clés va être lié à un secteur géographique. Pourquoi? Parce que là, par exemple, si je cherche un hypnothérapeute, je vais chercher dans ma région. Et par exemple, toi, j'ai vu que tu habitais, donc, hop. Donc, Saint-Genis-Laval, c'est près de Lyon. Donc, je ne sais pas si Saint-Genis-Laval, c'est une très grande ville ou pas. Mais est-ce qu'il va taper Saint-Genis-Laval? Est-ce qu'il va taper Lyon? Est-ce qu'il va taper une ville un petit peu moins grande? Voilà. Il faut vraiment se mettre dans la peau de l'internaute. Qu'est-ce qu'il va taper pour me trouver? Donc le deuxième, ce sont des mots-clés géographiques. Et le troisième, ça va être des questions. D'où notamment la foire aux questions que je parlais tout à l'heure, ou encore les articles de blog. Ça va être des questions. Je dis n'importe quoi comme question.
comment gérer mon stress grâce à l'hypnose? Ou est-ce que l'hypnose peut m'aider à réussir à gérer mon stress? Voilà, je te dis n'importe quoi, mais le troisième type de mots-clés, en fait, ça va être des questions. Par rapport à tout ça, ce qu'il faut faire, c'est se poser et se dire, OK, qu'est-ce que l'internaute va taper pour me trouver? Et une fois que tu as défini ces mots-clés, il va falloir les retrouver au sein de ton site internet. Parce que si tu les laisses sur un papier sur ton bureau, ça va te servir à rien. Pourquoi? Parce que Google, quand il arrive sur un site, il va scanner pas un site, mais des pages déjà, et il va scanner ton contenu rédactionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, le contenu rédactionnel est très important. Les mots que tu vas utiliser sont très importants, parce que si par exemple tu veux te référencer sur le mot hypnothérapeute Lyon, si Google ne trouve pas le terme hypnothérapeute Lyon sur ton site, tu ne seras pas référencé sur hypnothérapeute Lyon. Tout simplement. Les mots-clés que tu as définis sur ton papier, il faut ensuite les retrouver plusieurs fois, et notamment sur ta page d'accueil. C'est pour ça qu'une page d'accueil est relativement longue. Il faut les trouver plusieurs fois dans des endroits stratégiques. En fait, il faut penser un petit peu son site internet, donc chaque page de ton site internet, un petit peu comme un rapport de stage, comme un mémoire. C'est-à-dire qu'il va falloir hiérarchiser le contenu et pas simplement mettre du texte comme ça, mais avoir sur chaque page un premier titre, donc le titre qui est vraiment important, ce qu'on appelle nous techniquement le titre H1 ou titre 1, on va dire, et ensuite avoir d'autres titres, des sous-titres, paragraphes, etc. Et au sein de ce contenu, au sein des différents titres, des paragraphes et même le nom des images, il va falloir retrouver tes différents mots-clés. Et ça, plusieurs fois. C'est pour ça donc la page d'accueil est relativement longue, pour que quand Google va scanner ton site internet, il va partir du haut vers le bas, il va lire le contenu, mais il va lui surtout lire ce qu'on appelle les balises, c'est-à-dire que un titre 1, il va être dans une balise H1, un titre 2 dans une balise H2, un paragraphe dans ce qu'on appelle une balise P. Et lui, en fait, il va regarder si ton site internet est hiérarchisé correctement, H1, H2, H3, etc. Et si ces mots-clés se trouvent dans ces différents balises. S'il ne trouve rien, par exemple, s'il ne trouve à aucun moment ou simplement juste une fois le mot-clé hypnothérapeute Lyon, ben, tu ne seras pas référencé ou très mal sur ce mot-clé. Donc si tu n'as pas de mot-clé, c'est sûr que tu ne seras pas référencé. Si tu l'as qu'une ou deux fois, tu seras un petit peu référencé. Alors je grossis le référencement, je pourrais y passer des heures et je pourrais essayer de rendre beaucoup plus complexe, mais l'idée c'est ça, c'est mots-clés et ensuite contenu hiérarchisé, et ça c'est très très important. Alors, techniquement, quand vous êtes sur votre interface de site internet, donc notamment par exemple ici WordPress, quand vous créez une nouvelle page ou un nouvel article, vous avez un titre à mettre. Ce premier titre, ça va être ce qu'on appelle le titre 1, le H1 techniquement, et il n'y en a qu'un, il doit y en avoir qu'un. Et donc ce titre doit se placer au tout début de votre page. Et ensuite, il va falloir hiérarchiser votre contenu, donc je vais vous montrer comment. Donc toi, par exemple, Christine, le petit défaut qu'il y a, c'est que ici, ce titre-là, qui devrait être normalement le titre 1, ou alors tu peux mettre le titre 1 ici, ici, c'est ce qu'on appelle un titre 3. Donc Google arrive directement en fait sur un titre 3. Donc ça, c'est pas bon parce qu'il devrait arriver sur un titre 1. Donc là, c'est vraiment important d'avoir ici simplement le titre 1 en premier. Je vais vous montrer sur mon site internet pour mieux comprendre comment vraiment hiérarchiser, même si Christine, c'est pas trop mal parce que voilà, on voit que tu as un titre ici, un sous-titre, un paragraphe, on le voit régulièrement, il n'y a pas de souci. C'est juste quand tu as choisi ou quand on t'a fait ton site internet, ben en fait, ici, c'est un titre 3, ça devrait être un titre 2, et là, c'est un titre 5, ça devrait être un titre 3. C'est juste ça qu'il faudrait modifier. Je vais vous montrer comment vraiment hiérarchiser votre site internet. Quand vous êtes sur un site internet, vous avez au tout début 3 titres. Un titre 1, un titre 2. Là, c'est soit un paragraphe, soit un titre 3. C'est à vous de voir. Et ensuite, vous allez faire comme Christine. C'est pas mal fait. Avec différents blocs. Et sur chaque bloc, en fait, vous commencez par mettre un titre 2, un titre 3, un titre 4 et ensuite le texte. Et à chaque fois, c'est pareil. Là, c'est sur la partie qui suis-je. Visuellement, on s'en fiche. Le titre 2, ça c'est le titre 2. Visuellement, il est plus petit que mon titre 3, mais ça, c'est pas grave. C'est techniquement, je commence chaque bloc par titre 2, titre 3,
titre 4 et mon paragraphe. Je rappelle, le titre 1, il n'y en a qu'un, c'est celui qui est tout en haut. Donc à chaque fois que tu as introduit un blog, il faut bien penser en fait à avoir 3 titres et vraiment le fameux titre 2, titre 3, titre 4 et ensuite le reste. Donc ça, c'est un petit peu à retravailler et surtout à retravailler quoi? À retravailler les mots-clés. Si tu veux vraiment être référencé sur certains mots-clés, je pense notamment à l'hypnose, hypnothérapeute, il faut retrouver ces mots-clés. Donc il est vraiment important de trouver ces mots-clés régulièrement dans le site, et notamment les titres, les sous-titres, etc., les paragraphes. Par exemple, là sur ton titre Qui suis-je, peut-être le travailler différemment et mettre, je te donne un exemple, votre thérapeute sur Lyon, par exemple. Donc c'est pas facile de placer tous ces mots-clés. Par contre, la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre tous vos mots-clés et les positionner les uns à la suite des autres, notamment au niveau des noms de villes. Si vous choisissez de vous positionner sur une dizaine de villes, par exemple, ça c'est totalement contre-productif. Ça arrive des fois qu'on voit en bas de site toute une liste de mots-clés. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait il y a plus de 10 ans, qui fonctionnait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est surtout contre-productif. Pourquoi? Parce que Google n'aime pas ça. Et s'il voit que vous énumérez tous vos mots-clés d'un seul coup, il va comprendre qu'en fait, vous voulez lui forcer la main pour le référencement et ça va faire l'effet inverse. Il va mal vous classer dans les résultats de recherche. Donc attention à ça. Oui, les mots-clés, oui, mais pas de les lister comme ça sur un endroit, sur un bloc du site internet. Alors, une fois que vous avez bien travaillé sur vos mots-clés et travaillé sur votre contenu rédactionnel en positionnant ces mots-clés au bon endroit et ainsi que la hiérarchisation de votre contenu sur toutes vos pages, ce qui est important de faire par la suite, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. C'est quelque chose de très puissant, de très facile à faire et qui a vraiment un impact sur votre référencement. Alors, le maillage interne, c'est quoi? C'est avoir plusieurs pages sur votre site internet et faire des liens vers les différentes pages de votre site. Donc toi, c'est vrai, Christine, tu as ce qu'on appelle un one page. C'est pour ça que le défaut d'un one page, c'est qu'on a une seule page et le contenu est sur une seule page. Donc on ne peut pas faire de lien vers différentes pages de son site. Et ça, c'est un gros défaut parce que Google apprécie particulièrement les sites internet avec plusieurs pages et notamment les sites qui ont un bon maillage interne, c'est-à-dire que les sites que d'une page, je parle d'une autre page et je fais un lien vers cette autre page. Alors, techniquement, je vais vous montrer comment on fait. C'est quelque chose de très très simple à faire. Si on prend par exemple un site internet avec un menu, donc au lieu d'avoir un menu comme ceci, on a un menu comme ceci. Déjà, rien que via le menu, on fait du maillage interne puisque je peux facilement passer, donc là je suis sur ma page d'accueil, là j'ai fait un lien tout simplement sur ma page contact. Je peux aussi cliquer ici pour arriver sur ma page foire aux questions, etc., etc. Donc rien que via le menu, on a fait des liens vers d'autres pages, donc on a fait du maillage interne. Ce qui est encore plus puissant, c'est de faire du maillage interne sur des mots-clés. Et notamment via nos pages de prestations, d'offres, ou aussi, ce qui est très pertinent, c'est au niveau de votre blog. Sur les différents articles, vous pouvez faire des liens, donc du maillage interne, vers d'autres pages. Alors ici, c'est un article de mon blog, donc du marathon référencement, comment grimper au sommet de Google. Et au sein de cet article, donc au sein de cette page de mon site internet, j'ai créé un lien, voilà, ici, sur le texte. Si je clique ici sur ce texte, je vais arriver sur une autre page. Donc ici, c'est sur un autre article. Comment bien choisir ses mots-clés pour sa propre page d'accueil. Alors par contre, quand je fais un lien, donc quand je fais du maillage interne, bon, à part pour le menu, mais quand je vais faire un lien entre les pages au niveau du texte, je ne vais pas marquer, souvent on voit cliquer ici, je clique sur la page et j'atterris sur l'autre page. Non, je vais faire un lien sur un mot-clé. C'est important. Alors un mot-clé, souvent vous allez voir, c'est pas un seul mot, c'est plutôt une phrase, une expression. Donc là, mots-clés et leur importance sur votre site web. C'est des fois des choses que les personnes tapent sur Internet. Donc, ce qui est important au sein de toutes vos pages, notamment au niveau des articles, c'est quand vous avez un mot-clé, de faire un lien vers une autre page. Donc, je ne marque pas cliquer ici, mais je mets vraiment tout simplement le lien au niveau du texte. C'est pour ça que je disais au tout début de la vidéo, Christine, et donc ça c'est bon pour tout le monde, hein, parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait,
d'avoir une couleur dédiée à tout ce qui est appel à l'action, donc à la fois les boutons, et la même couleur quand on clique et qu'on va voir quelque chose. Ça, c'est important. Là, par exemple, c'est la même couleur que le titre, là. C'est pas forcément judicieux, même si on voit qu'il y a la petite flèche. Donc, pensez à avoir une couleur spécifique pour tout ce qui est lien, pour que justement, ça se voit bien au niveau de vos textes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. C'est très puissant et c'est très facile à faire. Vous pensez, quand vous écrivez, à mettre des mots-clés bien placés, qui ont un lien avec une autre page, et vous mettez le lien pour aller vers cette autre page. Donc on a fait un petit peu le tour du référencement naturel, et c'est pour ça que c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent dans mes audits de site. Là, donc vous avez vu, le contenu rédactionnel est très important, le choix des mots-clés, ensuite ce qu'on appelle le maillage interne. Et ces trois choses, ça détermine quoi, bien sûr? C'est d'avoir un contenu rédactionnel utile et pertinent. Donc il faut vraiment comprendre qui sont les personnes qui vous cherchent, c'est qui votre cible, et par rapport à ça, faire du contenu pertinent, et notamment au niveau du blog, donc de choisir des thématiques d'articles de blog qui vont pouvoir vous emmener des personnes sur votre site internet. C'est pour ça que le blog est vraiment utile. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur parce que on se dit souvent, je sais pas écrire, faut l'alimenter, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de très 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 efficace pour un site. Par contre, je vais pas mentir, on n'a pas les retombées de suite. C'est souvent des retombées qu'on a à un an et demi, voire peut-être 6 mois pour certaines thématiques, mais c'est vrai qu'on ne récolte pas forcément les fruits de suite de tous nos articles. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement laissent tomber leur blog, parce qu'on ne récolte pas les fruits de suite. Mais si vous continuez à faire des articles régulièrement, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va payer. Je vous donne un exemple très concret. Cet article de blog, comment bien choisir ses mots-clés pour sa page d'accueil, c'est un article qui me rapporte énormément de monde sur mon site internet parce que c'est quelque chose que tapent souvent les personnes qui recherchent un site internet. Donc c'est pour ça qu'au niveau de vos articles de blog, pensez à travailler des thématiques sous forme de questions ou les 5 astuces pour mieux gérer son stress, ou les 5 erreurs pour mal dormir la nuit. Enfin voilà, des choses comme ça que des personnes vont taper dans Google. Elles vont tomber sur vos articles et du coup, ça va vous permettre d'avoir des personnes sur votre site internet. Donc par exemple, dans Google, si je tape ces mots-clés, donc qui sont liés à mon article, alors les premiers résultats ici, ce sont des résultats sponsorisés, c'est-à-dire que les personnes ont payé pour se positionner sur ces résultats. Et par exemple, les premiers résultats, ce qu'on appelle du SEO, du référencement naturel, donc les personnes qui n'ont pas payé pour positionner leur site internet, le premier résultat, c'est justement la page de mon site internet, donc la page de mon article de blog. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger le blog, parce que quand on tape des questions, on va tomber régulièrement sur des articles de blog, donc de pages d'actualité, et vous avez, vous, la possibilité de réussir à bien vous positionner là-dessus. Il y a aussi les témoignages qui sont très importants pour le référencement. Donc, à la fois les témoignages sur votre site, mais aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir une fiche Google. Hop, donc là, par exemple, c'est ta fiche, Christine, et d'avoir des avis directement sur votre fiche Google. C'est très important, qu'on aime Google ou pas, il faut savoir que tout ce que vous allez faire avec les outils de Google va permettre d'améliorer le référencement de votre site internet. Donc, à chaque fois que vous avez fini une séance, une prestation, etc., avec vos clients, vos patients, n'hésitez pas à leur envoyer un mail en leur demandant de laisser un avis sur votre fiche Google. Ça donne confiance aux autres personnes qui vont tomber sur votre fiche, parce qu'en général, c'est les avis qu'on regarde. Et 2, ça va booster votre référencement du site internet. Et pensez aussi à mettre tous ces témoignages sur votre propre site internet. Une fois que tout ça c'est fait, il y a un autre point qui n'est pas forcément connu pour optimiser son référencement. Donc une fois vraiment que votre contenu est pertinent, qu'on a bien travaillé sur les mots-clés, qu'on a bien hiérarchisé le contenu, et ensuite qu'on a fait ce qu'on appelle du maillage interne, on peut faire ce qu'on appelle des campagnes de netlinking.
Les campagnes de netlinking, c'est quoi? C'est un petit peu ce que moi j'appelle le bouche à oreille du web. C'est-à-dire que vous avez votre site web qui est là, et c'est d'autres sites qui vont parler de vous et qui vont faire un lien vers votre site internet. Donc pourquoi c'est important? Entre guillemets, plus vous allez avoir d'amis, plus ça va plaire à Google et plus il va augmenter votre référencement. Donc les campagnes de netlinking, concrètement, comment ça se passe? Soit c'est vous vous pouvez le faire directement en demandant, soit sur des sites de personnes que vous connaissez ou des personnes qui sont sur la même thématique que votre activité, notamment de faire un article de blog qui parle de vous et au sein de cet article, de faire un lien vers votre site internet. Donc, c'est soit vous faites l'article vous-même, soit ceux qui le font, etc. Moi, c'est aussi des prestations que je fais auprès de mes clients, des campagnes de netlinking. Et puis, c'est aussi, il y a des plateformes qui existent hein, où vous payez la prestation et les plateformes vous font directement ces campagnes de netlinking. Donc, plus vous allez avoir de personnes qui parlent de vous, plus votre site va monter. Par contre, attention, là vous me dites, ah ben Claudia, chouette, elle a dit qu'il fallait que je fasse des campagnes de netlinking, donc plein de sites parlent de moi. Ne faites pas, entre guillemets, 50 liens là, 50 personnes qui parlent de vous, un lien vers votre site, et après plus rien. Google ne va pas non plus aimer. Les campagnes de netlinking, c'est très bien, c'est très intéressant, mais il faut savoir les faire, parce que si vous en faites trop d'un seul coup, Google va avoir l'impression que vous allez vouloir lui forcer la main au niveau du référencement et ça va être l'effet inverse. Il va pas mieux vous référencer, mais il va plutôt moins bien vous référencer. Donc c'est quelque chose de très puissant, mais qu'il faut faire attention. Donc de ne pas vouloir forcer la main à Google en voulant faire une campagne de netlinking trop importante. Un autre point qui est aussi important, c'est la qualité des sites qui vont faire un lien vers votre site. Forcément, si c'est, je prends souvent cet exemple-là, si c'est le journal local, le site du journal local de votre commune de 100 habitants qui fait un lien vers votre site, n'aura pas du tout le même impact que si c'est le site du Courrier international ou du Monde. Voilà. Quelqu'un qui a déjà une certaine popularité, plus le site est populaire, plus votre site va devenir aussi populaire aux yeux de Google et plus le référencement va monter. Donc, concrètement, comment on fait? Eh bien, tout simplement, la personne qui va parler de vous va faire c'est souvent un article, elle va faire un article au sein de son blog, ou il y en a aussi, on appelle ça aussi des annuaires. Elle va faire un article sur vous qui va parler de vous, et au sein de cet article, elle va faire un lien. Par exemple, on était sur ce site-là, elle va faire un lien. Pareil, elle va pas mettre cliquez ici et on clique et on tombe vers votre site internet. Non, elle va aussi mettre un mot-clé, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon technique un backlink, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, par exemple pour Christine, j'ai pas travaillé tes mots-clés, mais ça pourrait être hypnothérapeute Lyon. Et sur le mot hypnothérapeute Lyon, si on clique dessus, on arrive sur le site de Christine. Donc c'est ça qui est important, c'est toujours cette fameuse notion de mots-clés. C'est on ne fait pas un lien en mettant cliquez ici, ça n'a aucun impact, tout simplement. Il faut que le lien soit sur un mot-clé en relation avec le site et aussi la page sur laquelle elle tombe. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Par contre, à ne faire seulement une fois que votre travail sur le contenu rédactionnel, sur tout ce qui est hiérarchisation et maillage interne est bien fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à des campagnes de netlinking. Alors j'ai souvent cette question, mais combien on fait de liens, quand est-ce qu'on en fait, etc. Il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Ça va aussi dépendre de la concurrence. Il y a des sites internet qui sont plus difficiles à positionner sur les moteurs de recherche par rapport à la concurrence, donc ça va aussi dépendre de ça. Donc je ne peux pas vous donner un ordre d'idée, 10 liens par mois, etc. Ça va vraiment dépendre du site, ça va aussi dépendre de votre budget. Si vous passez par un webmaster, par exemple, avec moi, un lien sur un site qui n'est pas populaire, eh ben, va être moins cher qu'un lien sur un site qui est populaire. Voilà. Donc, par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qu'il faut faire tout au long de la vie du site et pas seulement lorsqu'on met en ligne le site. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement.
Pour un ordre d'idée, l'idéal, c'est de faire au moins 1 à 2 campagnes de netlinking par an, donc on va dire une vingtaine de liens. Sachant que, par exemple, moi, quand j'ai un client qui me demande une campagne de netlinking, je mets en place la campagne, mais je vais pas mettre tous ces liens d'un seul coup. Ils vont être étalés. Et en plus, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des sites de faire, et à des annuaires de faire des articles avec le fameux backlink, le fameux lien. Et le temps qu'ils acceptent, etc., que l'article soit fait, ça peut prendre un certain temps. Donc, moi, je vous dis de faire à peu près, voilà, 2 campagnes par an de netlinking étalées. Et après, comme vous expliquez, ça va dépendre de votre concurrence. Plus c'est difficile à se positionner, plus les campagnes de netlinking sont intéressantes pour vous. Donc, c'est des termes techniques, campagne netlinking, backlink, voilà, les termes c'est ça. Par contre, la mise en place est très simple. Soit vous le faites vous-même en allant chercher des partenaires avec qui vous pouvez travailler, soit vous déléguez la tâche. Donc de ton côté, Christine, au niveau du référencement, ce qu'il faut que tu travailles, donc comme toute personne qui a un site internet, hein, si vous regardez cette vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Première chose, on se pose pour savoir, ok, qu'est-ce que tape l'internaute pour me trouver? Donc travailler sur les 3 types de mots-clés. Mots-clés liés à votre activité, les mots-clés géographiques, et ensuite toutes les questions que peut se poser l'internaute par rapport à vos prestations, faut vraiment parler, je l'ai pas dit, j'ai pas dit ce mot, mais pensez en termes de problématiques, de besoins. Ça va vraiment vous aider. Une fois que ça c'est fait, bien travailler le contenu rédactionnel de votre site internet. Chaque page de votre site doit être hiérarchisée avec des titres, des paragraphes, etc. Une fois que tout ça c'est fait, il faut penser à faire des liens. Donc on peut faire, là tout à l'heure sur cet article de blog, je vous ai montré un seul lien, mais on peut en faire plusieurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci, du moment que ce soit bien fait. Donc travailler le maillage interne. Certes, il y a le menu, mais il n'y a pas que ça, c'est sur chaque page, essayer de trouver au niveau des mots-clés comment je peux faire des liens vers d'autres pages. Et une fois que ça c'est fait, travailler son blog, donc les articles de blog, notamment par rapport aux problématiques, besoins de vos clients. Ça, c'est hyper pertinent. C'est très puissant, mais vous verrez surtout les résultats à long terme. Ça, par contre, il faut vraiment le garder en tête. Et ensuite, dernier point, une fois que tout est fait, travaillez, faites des campagnes de netlinking, c'est-à-dire que plus vous allez avoir d'amis qui parlent de vous, plus votre site va être populaire et monter aux yeux de Google. Donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qu'était le référencement et comment vous pouvez le mettre en place sur votre site internet, on va parler de la page d'accueil. Donc vous l'avez compris, cette page d'accueil, donc il faut un contenu relativement long. Une page d'accueil doit faire aux environs de minimum 1500 mots. Alors, c'est pas 1500 mots comme ça, brut, qu'on met comme ça. Hein. C'est un petit peu ce que tu as fait, Christine, c'est-à-dire que voilà, on va hiérarchiser cette fameuse page avec des titres, des sous-titres, des textes, faire un jeu de couleurs comme tu as fait, des images, etc. Mais pourquoi une page d'accueil doit être relativement longue? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le contenu rédactionnel est très important pour Google. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi parce que cette page d'accueil, au niveau de l'internaute, quand il va arriver sur la page, il doit vite comprendre, en fait, votre page d'accueil doit répondre aux questions qui, quoi, où, comment, pourquoi, et aussi voir combien si on parle aussi de tarifs dès la page d'accueil. Donc ça, c'est très, très important. Après, il y a bien sûr toute cette mise en page qu'il faut faire pour garder l'internaute sur notre site. Et après, tout ce qu'on appelle les boutons d'appel à l'action, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut emmener l'internaute de suite une fois qu'il a lu notre page d'accueil. Donc par rapport à ça, toi Christine, ta page d'accueil est pas trop mal. Donc déjà visuellement, voilà, c'est hyper agréable. Ce que j'aime bien, c'est que ton bouton, ce qu'on appelle le bouton Call to Action, est ici et on voit bien de suite où est-ce que tu veux nous emmener. Donc ça, c'est très important. Après, il va falloir un petit peu travailler en profondeur le texte, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer sur le site internet, c'est qu'on va commencer par parler un petit peu rapidement qui on est, mais surtout la promesse. On va parler ensuite ici de ce qu'on appelle les problématiques, les besoins. Donc tu en parles un petit peu, mais à chaque fois, il faut un peu plus approfondir. Ce qu'il faut réellement penser, c'est que quand la personne va lire
les premières phrases, les premiers mots, notamment au niveau des besoins et des problématiques, qu'elles se sentent réellement concernées. Qu'elles se disent: «Mais attends, mais là, Christine, c'est de moi qu'elle parle». D'où l'importance de connaître bien sa cible, c'est-à-dire la personne avec qui on veut travailler. Donc sur ta page d'accueil, il manque pas grand-chose. Ce qui manque, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Et ce qu'il faut en fait, c'est amener en fait la personne un petit peu comme ça vers ce fameux bouton Call to Action. Donc on va d'abord partir sur la promesse. On va ensuite partir sur les problématiques. Avant de parler des accompagnements, on va mettre justement en avant qui suis-je, mais plutôt le qui suis-je dans la façon comment j'en suis arrivée ici, à être, hypnothérapeute, coach et cetera et pourquoi j'ai mis en place ces accompagnements. Il faut d'abord comprendre pourquoi c'est là, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là pour vous et une fois qu'on a parlé du côté un petit peu à propos, on va emmener, nos prestations, les accompagnements et ce qui est important pour les accompagnements, donc mes prestations, mes offres, tout dépend comment vous le nommez, c'est qu'on va mettre le titre, un petit texte et on va avoir un bouton en savoir plus ou découvrir ou suivant comment vous le notez. Et en cliquant dessus, on va avoir le détail de la prestation de l'offre. Voilà, c'est important d'avoir une page détaillée par prestation. Et c'est aussi important de travailler ces offres et de ne pas avoir 36 000 offres, d'en avoir très peu, mais qui soient vraiment concentrées sur une problématique d'un client. On va aussi parler en termes de bénéfices. Au niveau de mes accompagnements, qu'est-ce que ça veut leur apporter? Alors, pourquoi l'hypnose? Pourquoi pas? Ça peut être, alors il faut savoir que les personnes, en fait, quand elles ont un besoin spécifique, une problématique, elles ne cherchent pas une méthode, en fait. Elles cherchent une transformation. Donc, l'hypnose, c'est ta méthode, même si je sais que ce sont des mots-clés qui sont recherchés. Mais ici, en fait, tu peux parler à la fois de l'hypnose et aussi, toi, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Quel est le bénéfice que tu vas leur apporter avec ça? Et ensuite, ce qui est important, alors pour moi, le déroulé d'une séance, je ne le mettrai pas là. Je mettrai, c'est pour ça l'importance d'avoir une page par offre. Le déroulé de la séance, en fait, tu vas l'expliquer dans ta page offre. Et ensuite, pareil pour les tarifs, on va en parler normalement aussi dans chaque offre. Par contre, c'est les témoignages qui sont très importants de mettre en place. Et ce qui est aussi important de mettre sur une page d'accueil, c'est tes valeurs. Ça donne un impact supplémentaire et ça donne aussi une âme. Et les personnes, quand elles vont lire tes valeurs, donc les valeurs en relation avec toi, en relation aussi avec ton entreprise, ta marque, ça va vraiment avoir un impact positif et ça va emmener de la confiance. Si je monte concrètement sur mon site internet, alors je prends toujours mon site internet, mais en fait, j'ai la même trame qui est sur tous les sites de mes clients. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, voilà, après plus de 10 ans d'expérience, j'ai fait une trame type qui fonctionne à la fois pour l'internaute, pour qu'il comprenne rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais aussi, c'est aussi une trame qui fonctionne très bien pour être bien référencée sur Google. Donc, je vais ici parler en fait de ma promesse. Qu'est-ce que je propose? Je vais ensuite parler ici des problématiques de mes clients. Donc vraiment avec des mots que quand ils vont lire, ils vont vraiment se comprendre en disant: «Mais alors, mais oui, mais c'est de moi qu'elle parle. Voilà, moi un site internet, je comprends rien, c'est trop technique, j'ai pas le temps de le faire, c'est compliqué, par où je commence, je sais pas» et cetera. Donc j'essaye vraiment de trouver des phrases clés que les personnes qui ont des besoins, des problèmes que je peux résoudre, quand elles vont lire ces phrases, elles vont vraiment se sentir concernées. Ensuite, je vais parler de à propos, pourquoi entre guillemets «j'en suis arrivée là à vous proposer ces prestations», pourquoi je fais ça? Alors, dans le à propos, on peut en mettre, si on en a beaucoup à mettre, moi je sais que ma page est très longue, on peut faire un à propos comme ça et ensuite rajouter un bouton en savoir plus. Par exemple, je sais qu'il y en a qui veulent mettre en avant leurs diplômes, leurs expériences, etc. On met un bouton en savoir plus et on crée aussi une page à propos à part. Par contre, c'est important d'avoir un bloc sur la page d'accueil qui parle rapidement de qui vous êtes et pourquoi vous avez mis ça en place. Comment vous en êtes arrivé ici.
Et après, bien sûr, comme je vous explique, on peut faire un bouton en savoir plus, on clique dessus et on arrive sur une page plus conséquente. Ensuite, on va arriver sur les offres. Donc, qu'est-ce que je propose par rapport à ces problématiques? On va aussi donc parler des bénéfices. On va aussi parler des témoignages. Donc là, par exemple, j'ai mis 3 témoignages et ensuite, je clique sur tous les témoignages pour en avoir d'autres. Pareil, ici, je parle des bénéfices. Important, le blog. Donc du coup, le blog, certes, on va l'avoir dans le menu, mais on va aussi mettre en avant les 3 ou les 6 premiers ou les 8 premiers, enfin voilà, le nombre, il ne faut pas non plus en mettre 50, mais les derniers articles en avant sur la page d'accueil. Et ensuite, c'est ce que vous expliquez, c'est les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Et ça, c'est vraiment un plus sur votre site internet. Moi, j'ai rajouté mes réalisations. Ça peut être d'autres choses pour vous. Ça, c'est pas une obligation. Mais voilà comment se déroule un petit peu une page d'accueil d'un site internet. Elle est très hiérarchisée. Et ensuite, on a vraiment du contenu pour comprendre qui, quoi, où, comment, pourquoi. Moi, le combien, il n'est pas sur la page d'accueil, il est au sein de chaque offre. Et surtout, je vais parler en termes de problématiques, besoins et transformation de mes clients. Ça, c'est très important en termes de contenu rédactionnel. Donc, au niveau de ta page d'accueil, Christine, voilà, graphiquement, en termes de design, elle est propre, elle est claire, il n'y a pas de souci. En termes de contenu, il faut aller un petit peu plus en profondeur pour vraiment parler des problématiques, des besoins de tes clients et un petit peu plus ciblé. Il y a quelque chose que Cécile, avec qui je travaille, dit souvent, si on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de cibler les personnes avec qui vous voulez travailler. Ça ne va pas vous enfermer, hein. Moi, par exemple, c'est vrai que je cible les coachs, les thérapeutes, etc. C'est les personnes avec qui je travaille. Et ça n'empêche pas de faire des sites internet. Là, actuellement, je suis en train de faire un site internet pour un architecte, de faire un site internet pour un agriculteur, etc. Donc, c'est pas parce qu'on va cibler qu'on s'enferme dans quelque chose. Par contre, à l'inverse, si on ne cible pas, on va avoir du mal à toucher les clients parce qu'on va parler à monsieur tout le monde, mais monsieur tout le monde, personne ne va se reconnaître. C'est pour ça que le fait de mieux cibler, ça va en fait vous aider, ça va t'aider, Christine, à mieux trouver les bons mots, les bonnes phrases pour cibler plus facilement ton client. Et donc, comme j'expliquais, les accompagnements viennent après. C'est d'abord le qui suis-je, après les accompagnements. Ça, je l'enlèverai. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est faire une page, ce que tu n'as pas par prestation. Mais globalement, ta page d'accueil, voilà, n'est pas trop mal. Il faut travailler plus en profondeur ton contenu rédactionnel. On va maintenant parler de la performance. Alors, la performance d'un site internet, j'en parle toujours un tout petit peu dans mes audits. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a sous le capot du site et c'est la partie la plus technique. Et c'est la partie, justement, vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas des agences web, vous n'êtes pas des webmasters, et donc c'est la partie où vous n'avez pas de connaissances et sur laquelle vous allez pouvoir, bien sûr, le moins travailler. Donc, ce que j'essaie toujours dans cette petite partie performance, c'est de vous donner des astuces sans aucune connaissance technique. La première chose en termes de performance d'un site internet, ce qu'il faut vous dire, c'est que si votre site a plein de trucs qui bougent, donc plein d'animations, ça va ralentir la performance. Il faut garder en tête qu'à partir du moment où un élément bouge sur votre site, il va falloir mettre en place des choses derrière sous le capot, des choses techniques pour que cet élément il bouge. Donc, toi, Christine, c'est pas le cas. Tu n'as aucun élément qui bouge sur ton site, donc c'est statique. Donc voilà, là, quand je scrolle, tous les éléments sont fixes. Et ça, c'est très bien. Il y a, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des sites qui bougeaient dans tous les sens. Alors certes, c'est chouette, c'est magnifique, on peut faire vraiment des effets en termes techniques super, sauf qu'en fait, ça nuit à la performance du site. Donc le site ralentit, c'est plus difficile pour lui de se charger. Et il faut savoir que la performance rentre en compte dans le référencement. Donc plus un site est lent à charger, moins Google va aimer et moins il va bien vous référencer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence enfin à retourner sur des sites simples qui ne bougent pas. Et moi, je sais que j'avais quelquefois des clients qui ne comprenaient pas pourquoi je ne mettais pas en place des animations. Et à un moment donné, on voyait vraiment que de ça.
parce que je leur ai expliqué que ça nuisait à la performance et donc au référencement. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on retourne à des sites beaucoup plus simples qu'avant, malgré la technique qui a aussi évolué, mais on a bien compris que moins il y a d'animation, mieux c'est. Donc toi, Christine, c'est pas ton cas. Tout est très clair, ça ne bouge pas. Donc, continue comme ça, pas de choses qui bougent. Petit truc aussi, si vous mettez des vidéos, donc les vidéos sont très importantes pour un site, hein, donc ça augmente aussi le référencement, c'est sympa, etc. Quand on met des vidéos, si tu veux mettre, Christine, des vidéos, il faut pas mettre directement les vidéos sur votre site internet. Il faut mettre les vidéos, donc il faut se créer une chaîne YouTube et mettre les vidéos sur YouTube et en fait partager la vidéo sur votre site internet. Je vais vous montrer sur mon site. Donc comment ça se passe? Tout simplement, là j'ai un article de blog. C'est important les articles de blog, si vous pouvez faire des vidéos, ça a vraiment une influence aussi sur le référencement. Donc au sein de mon article de blog, j'ai une vidéo qui est en fait liée à ma chaîne YouTube. Donc du coup, là, il n'y a pas de souci, ça ne prend pas de ressources, ça va être facilement se télécharger. Et surtout, ce qui est important, c'est que la vidéo ne se mette pas automatiquement en route. Voilà, c'est important de la laisser telle qu'elle et que ce soit à l'internaute d'appuyer pour lancer la vidéo. Donc gardez ça en tête. Vidéo, oui, mais pas directement sur mon site, sur une chaîne YouTube, et en plus qu'elle ne se lance pas automatiquement. Ensuite, autre petite chose au niveau technique, c'est les images. Alors, on va regarder au niveau de ton site. Alors, les images, elles ont 3 caractéristiques. Elles ont un nom, elles ont une taille et elles ont un poids. Avant de mettre une image sur votre site internet, vous devez changer le nom, vous devez diminuer la taille en fonction de la taille qu'elle va faire sur le site internet et vous devez diminuer le poids. Pourquoi? Parce qu'une photo qui vient de votre smartphone ou même d'un site libre de droit que vous avez pris sur internet, la photo aura un poids trop important pour un site internet. Donc si je donne un exemple concret, par exemple ici sur ta photo, donc cette photo elle fait une certaine taille sur le site internet. Par contre, en vrai, elle a été téléchargée de cette grandeur-là. D'accord? Là, c'est un petit peu moins flagrant sur celle-ci. La galée, je ne sais plus où ils sont. Voilà, juste ici. Bon, j'ai l'impression que c'est à peu près la même taille, peut-être un petit peu plus grand. Donc ça, c'est important de diminuer la taille de l'image avant de l'insérer. Et surtout de la renommer. Là, par exemple, ton galet, ben, il s'appelle justement galet-superposé-cml-1, etc. Donc, au niveau des images, sur ton ordinateur, ce qu'il faut faire, c'est renommer les images, toujours avec la même chose, avec les mots-clés. D'accord? Donc, par exemple, on pourrait nommer cette image, donc on peut mettre le nom de son entreprise ou son nom et son prénom, Christine-Mani-lacoste-hypnothérapeute-Lyon, par exemple. Hop, par exemple, je te donne une image de mon site internet, mon logo, il s'appelle, donc ça c'est le nom de l'image, Acroweb, nom d'entreprise, -coach-web-master- freelance, donc ça c'est des mots-clés. Après j'ai mis -Pays Basque et -2. Pourquoi? Parce que je vais avoir plusieurs images nommées avec le même style de mots-clés. Donc j'ai mis -1 pour une image, -2 pour l'autre image, etc. Donc ça, c'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très puissant de renommer toutes les images. Donc pensez à ça, à renommer les images avec des mots-clés en relation aussi où elles vont être sur le site internet. Une fois que vous avez renommé l'image, même si souvent la plupart des systèmes de création de sites ont un outil interne qui vous permet de diminuer la taille et le poids de l'image, moi je conseille toujours de les faire avant de les mettre sur le site internet. C'est vraiment important. Ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas le cacher, mais ça a vraiment un impact positif après sur le site internet. Donc vous avez ce site-là, donc je mettrai dans la description le lien, pardon, qui vous permet en fait de modifier la taille. Donc c'est très simple, hein, je vais vous montrer. Hop, vous cliquez sur télécharger l'image, vous cherchez votre image sur votre ordinateur et ici vous modifiez
la largeur et la hauteur se mettra automatiquement. Et vous faites aller au téléchargement et vous téléchargez l'image. Une fois que la taille est faite, une fois que tout est fait, je vais modifier le poids. Vous avez ce site-là, donc c'est 2 sites gratuits, hein. Ce site-là qui vous permet de diminuer le poids de l'image, mais sans enlever la qualité. Donc ça, c'est important, votre image ne sera pas pixelisée, elle sera plus légère, mais elle gardera toujours la même qualité. Donc là, on peut mettre 20 images en même temps. Donc pareil, je clique ici dessus, je télécharge l'image, j'attends un petit peu, et une fois que c'est fait, vous avez ce bouton qui apparaît. Je télécharge les images sur mon ordinateur, et une fois que ces 3 choses sont faites, donc une fois que j'ai changé le nom, la taille et le poids, je peux enfin insérer mon image sur mon site internet. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu long à faire, mais une fois que vous avez pris l'habitude, ça va vraiment donner un petit plus, un boost à votre site internet et au référencement. Ensuite, au niveau de la performance, ce qu'il faut aussi surtout faire attention, c'est tout ce qui est smartphone. Aujourd'hui, la plupart des personnes regardent internet sur leur smartphone, donc il faut bien faire attention que votre site est compatible et ce qu'on appelle responsive design. Voilà, un petit terme technique que je te place comme ça. Mais voilà, donc Christine, toi, il n'y a pas de souci, hein, j'ai regardé sur mon smartphone. Ton site est surtout très rapide, donc il se charge assez rapidement. Et puis voilà, le menu est clair, tout est clair, donc il y a pas de souci, il s'adapte bien sur smartphone. Pensez vraiment à ça. Il y a peut-être des fois des choses sur smartphone qu'il faut enlever pour optimiser la lisibilité. Par exemple, il y a peut-être des images des fois qu'il faut enlever parce qu'elles prennent trop de place. Il faut des fois diminuer un petit peu la taille des titres, etc., etc. Souvent, par exemple, là, on est sur 2 colonnes. Eh bien, si je suis sur smartphone, ben là, c'est très bien fait. Je passe sur une colonne, donc c'est tout à fait visible. Et en effet, là, il y a une image qui a été enlevée. Donc non, non, sur smartphone, il n'y a aucun problème. Il y a un petit point aussi que... Alors, j'en parle pas souvent parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais là, tu as un souci sur ton site. Alors, en fait, sur un site internet, on a donc le nom du site internet, et avant, on a les fameux HTTPS. Et en fait, on peut aussi rajouter les 3W. Il y a des sites qui ont les 3W, d'autres qui n'en ont pas. Techniquement, soit quand on crée le site internet, on met les 3W, soit on ne les met pas. Donc toi, par défaut, ils y sont pas. Sur le mien, je sais plus, j'ai un doute. Moi, par défaut, ils y sont. Par contre, que je mette ou non les 3W, mon site fonctionne. C'est-à-dire que là, j'ai enlevé les 3W et je reviens sur mon adresse que techniquement j'ai mis en place avec les 3W. Donc si je vous le refais, ici, j'ai l'adresse sans les 3W. J'ai pas de site sur cette adresse parce que si je fais entrer, ça retombe sur l'adresse ici des 3W. Et toi, par contre, ton site, donc, il n'y a pas les 3W. Ok, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. C'est l'un ou l'autre. On choisit de créer avec ou sans. Par contre, si je mets les 3W, il faut retomber sur ton site sans les 3W. Bon, ça peut peut-être te paraître flou comme ça, mais c'est hyper important parce que si je fais ça et que je clique dessus, j'arrive ici. Donc il y a un souci, donc c'est ce qu'on appelle le certificat SSL, c'est le fameux petit HTTPS là, qui apparemment n'a pas été mis sur le domaine avec les 3W. Donc là, si j'enlève les 3W, hop, HTTPS sans les 3W, je suis bien sur ton site. Par contre, si je rajoute 1, 2, 3, les 3W, j'ai un souci. D'accord? Et ça peut aussi avoir un impact sur le référencement. Et c'est surtout que si les personnes tapent ton site internet avec les 3W, ils ne tombent pas sur ton site, ils tombent sur ça. Donc ça, alors je sais que ton site a été fait avec une agence. Donc là, il faut impérativement que tu contactes ton agence pour leur dire qu'il y a un problème
voilà, tu leur montres tout simplement la page, hein, avec les 3 W. Donc je répète, un site, il a soit les 3 W, soit il ne les a pas. Ça dépend comment il a été créé et il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, qu'on mette les 3 W ou qu'on ne mette pas les 3 W, on doit arriver sur votre site internet. Donc moi, il a été créé avec les 3 W. Si quelqu'un tape mon adresse sans les 3 W, je tombe bien sur mon site avec les 3 W. C'est important. Et donc toi, ici, je devrais retomber sur le site sans les 3 W. Il ne doit pas y avoir de site sur les 3 W. Et là, ce n'est pas le cas, il y a un problème. Donc ça, c'est voilà, c'est technique. Donc c'est simplement que le certificat SSL n'a pas été installé. Enfin, il y a un souci par rapport à ça. Donc vois avec l'agence qui t'a fait le site internet. On va maintenant parler des offres. Alors au niveau de ton site, Christine, quand on est donc au niveau du menu, si je clique sur type d'accompagnement, en fait, c'est pas des offres type que tu as mis en place. Ici, tu décris plus les personnes avec qui tu peux travailler par rapport à leurs problématiques. Et ensuite, tu parles donc du déroulé d'une séance et ensuite de tout ce qui est tarifs et modalités. Donc en fait, tu n'es pas sur des offres, des prestations, etc. Tu es plutôt en fait sur la vente à la séance. Et tu expliques en fait sur ta page d'accueil avec qui tu peux travailler. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on préconise souvent, notamment avec Cécile avec qui je travaille, qui est coach en stratégie, c'est plutôt de travailler d'un point de vue stratégie marketing sur des offres type, des accompagnements plutôt que la vente à la séance. Donc je sais Christine que tu as bossé avec Cécile là-dessus. Et au niveau d'un site internet, je vais expliquer concrètement pour les personnes qui regardent cet audit de site comment ça se passe. Sur votre site internet, vous allez sur la page d'accueil, en fait, montrer vos différentes offres. Donc, par exemple, ici, sérénité, ça pourrait être une offre sur le fait que tu travailles sur des traumas spécifiques, que tu peux travailler sur des traumas spécifiques, par exemple, deuil par le travail. Donc, sur la page d'accueil, on va mettre l'offre, un petit texte d'accroche, un bouton en savoir plus, et quand on clique dessus, on va avoir le détail de l'offre. Et ça, c'est vraiment important de travailler en termes d'offres, en termes d'accompagnement, notamment pour les coachs thérapeutes, par rapport à des problématiques de vos clients. Si je prends par rapport à mon site internet, si je clique ici sur mes offres, sur la page d'accueil, je vais avoir un récap de mes différentes offres. Et quand je clique dessus, je vais tomber sur le détail de l'offre. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur, notamment pour les personnes qui regardent cet audit. Comment on met en place, qu'est-ce qu'on met dans une page d'offre? On va commencer en fait par la promesse de l'offre. On va ensuite parler des problématiques des clients, vraiment des problématiques très spécifiques, à qui je m'adresse, quels sont leurs problèmes, leurs besoins. On va aussi, après, avoir un bloc qui va parler un petit peu, pourquoi j'ai mis ça en place. Ensuite, on va parler des bénéfices, on va détailler l'offre. Hop. Mettre en avant des témoignages. Donc ça, c'est très important, les témoignages. On peut d'ailleurs en mettre en plusieurs endroits de la page d'offre. C'est très important, ça va rassurer les personnes. Mettre aussi des bonus. Alors attention aux bonus, c'est quelque chose qui a été un petit peu, de temps en temps, un peu mal fait au niveau marketing. Il y en a qui ont un petit peu abusé des bonus. C'est pour ça que des fois, on a un petit peu du mal à croire à ces bonus. Donc il faut vraiment que ce soit des bonus qui soient impactants et importants pour la personne qui va prendre votre offre. Et il ne faut pas non plus en mettre 36 000. Ce qui est très important, c'est la garantie. Trouver qu'est-ce que vous pouvez garantir à la personne. Donc moi, par exemple, par rapport à mes sites internet, c'est au bout de 30 jours après la signature du devis, si la personne n'est pas satisfaite, je le rembourse, tout simplement. Après, on a le récap de l'offre avec le prix et le fameux bouton Call to Action, c'est-à-dire, une fois que la personne a lu ma page, où est-ce que je la dirige? Je la dirige vers je prends rendez-vous, donc vers un calendrier pour prendre rendez-vous, vers un formulaire de contact, ou peut-être directement vers une page de paiement, etc. Donc c'est vrai que toi, Christine, c'est plus vers un bouton prendre rendez-vous. Et on a toujours aussi un petit bloc qui nous présente au niveau de cette page d'offre.
Et ce qui est important aussi de mettre, c'est les prochaines étapes. OK, à partir du moment où, je vais appuyer sur le bouton Call to Action, qu'est-ce qui va se passer? Donc on détaille les étapes. Là, si je clique sur le bouton rendez-vous, il se passe ça. Ensuite, tu réalises ton paiement. Ensuite, ceci, cela. Toujours pour rassurer la personne. Il faut vraiment prendre conscience que c'est important que la personne en face de vous ait confiance en vous. Et cette fameuse page d'offre, si vous la faites correctement, la personne va avoir confiance et va pouvoir cliquer sur le bouton. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est une foire aux questions. Alors, j'avais dit, Christine, que c'était important d'avoir une foire aux questions dans ton menu. Soit on a une seule foire aux questions au sein de son site internet, et du coup, on fait un lien, soit on a une foire aux questions par offre. Voilà, ça, c'est à vous de voir. Donc, par exemple, ici, si je clique sur le site de Cécile, donc la personne avec qui je travaille, c'est pareil. Au niveau des prestations, on a le titre et après, on a le bouton qui amène au détail de l'offre, etc., etc. Donc, c'est vraiment important sur un site internet d'avoir réalisé, même pas que sur le site, vous, par rapport à votre stratégie marketing, à votre entreprise, d'avoir défini des offres. On peut en avoir qu'une, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et au sein de son site internet, on présente l'offre rapidement sur la page d'accueil, on clique sur le bouton et ensuite on a le détail de l'offre. Et ce qui est vraiment important de ne pas oublier, c'est comment se déroule une offre. La promesse, je vais remonter rapidement, la promesse, problématique, besoin de mes clients, pourquoi j'ai mis ça en place, le détail de l'offre avec les bénéfices, les témoignages pour rassurer, les bonus, une garantie, donc à vous de trouver quel type de garantie vous pouvez mettre en place. Je récapitule l'offre, le prix et le bouton « OK, ça m'intéresse, qu'est-ce que je fais ?» D'accord ? Et surtout aussi les prochaines étapes. Par exemple, Christine, tout simplement, quand tu t'es inscrit sur mon audit de site, c'est la même chose. J'ai mis ici l'offre, ici j'ai mis les besoins, la problématique. Bon, j'étais un petit peu plus vite. Ici, j'ai mis le processus, comment ça se passe, et le formulaire, tout simplement. Donc, pensez à ça, vraiment, travaillez vos offres. C'est souvent ce qui pêche, en fait, pour un entrepreneur, c'est que vous êtes très bon dans votre domaine, vous savez faire, mais au niveau de l'offre, c'est pas assez clair. Et plus votre offre sera précise et claire, et plus vous verrez que ce sera simple ensuite pour avoir des clients. Et donc voilà pour cet audit de site. Donc j'espère que Christine, ça va t'aider. Je sais aussi que de ton côté, tu as travaillé toute la partie stratégie marketing avec Cécile. Donc une fois que toute cette stratégie marketing est en place, après, il faut la mettre en place au niveau des outils, donc au niveau de ton site internet. Donc au niveau du site internet, la première chose à penser, c'est les mots-clés, travailler sur les mots-clés. Donc d'abord les mots-clés liés à ton activité, les mots-clés géographiques et ensuite surtout ne pas oublier les mots-clés liés à tout ce qui est problématique, besoin de tes clients. Par rapport à ça, après sur chaque page, donc important que tu n'aies pas un site qu'avec une seule page, mais plusieurs pages. Donc par rapport à ça, chaque page doit être hiérarchisée avec un contenu vraiment précis, avec des titres, des sous-titres, etc. Pensez à créer une page par offre. Il faut aussi penser à avoir un blog, donc une page actualité. Donc, dans les actualités, tu vas à la fois mettre tes événements, mais aussi mettre des articles par rapport à des thématiques liées aux besoins, aux problématiques de tes clients. Ça, c'est hyper important. Pensez à avoir une page témoignage qui va regrouper tous les témoignages, donc pas seulement les 3 témoignages, mais tous les témoignages. Ça va vraiment donner confiance à l'internaute qui va lire ton site. Et rajouter une page contact pour pouvoir te contacter facilement. Et penser tout ce qui est législation, avec notamment les pages mentions légales, etc. en bas de page. Donc Christine, n'hésite pas à me faire part de tes remarques. Et c'est pareil pour vous qui regardez cet audit de site. N'hésitez pas à me faire part de vos questions directement dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui concerne un autre audit de site. Je vous dis à très vite.